Elle est la première dame d'une religion controversée. Si quelqu'un connaît tous les secrets et sait tout ce qu'il y a à savoir sur cette église, c'est elle. Mais en août 2007, du jour au lendemain, elle n'est plus jamais apparue en public. Personne ne voulait dire où elle se trouvait. Le mystère a commencé à prendre de l'ampleur. Les initiés racontent qu'au sein de l'église de Scientologie, il y a certaines questions que personne n'ose poser. Selon moi, la scientologie entretient une culture basée sur la délation. C'est comme ça qu'ils contrôlent tout. L'église de Scientologie cultive cette sorte d'arrogance au niveau institutionnel, qui a fini par avoir des conséquences très graves, en particulier pour une certaine jeune femme. Elle est devenue complètement maniaque et délirante. Ils étaient responsables de sa santé physique et mentale, et ils ont échoué. C'est un univers placé sous surveillance et gouverné par les secrets. Il s'agit de montrer jusqu'où ces personnes sont prêtes à aller pour contenir une situation de crise, puis la faire disparaître. Pour Vanity Fair, le journaliste Ned Zeman a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Scientologie, la reine disparue ». Le voici en images. Nous sommes en août 2007. Maurice Barnett, alors âgé de 77 ans, vient de mourir. Sa famille se recueille et lui rend un dernier hommage. Barnett était membre de l'église de Scientologie. Durant la cérémonie, il est honoré par sa fille Shelly Miscavige, 46 ans. Au cours de cette journée, elle se rend aux toilettes et elle y croise une amie qui semble anxieuse et apeurée et qui lui demande « Shelly, est-ce que tu peux m'aider ?» Tout comme Shelly Miscavige et sa famille, son amie est scientologue. Mais elle a des ennuis. Elle a été désignée comme SP, une personne suppressive. C'est la pire chose qui puisse arriver à un scientologue. Une fois que vous êtes déclaré SP, la totalité des scientologues du monde est obligée de couper tout contact avec vous. C'est presque comme une condamnation à mort pour certaines personnes. N'importe quel scientologue qui se serait retrouvé dans cette position aurait vu Shelly Miscavige comme quelqu'un à qui on pouvait demander de l'aide. Shelly Miscavige était comme la première dame de l'église de Scientologie. Elle était mariée à David Miscavige, le chef de l'église, aussi appelé président du conseil. Shelly n'était pas simplement la femme de David Miscavige. Elle était considérée comme son bras droit, son plus important lieutenant. Dave et Shelly Miscavige menaient la vie de dirigeants d'une organisation internationale pesant plusieurs milliards de dollars. À eux deux, ils correspondaient parfaitement à l'image du couple puissant. On pourrait les comparer à Nancy et Ronald Reagan. Ils étaient au même niveau. Elle travaillait avec acharnement en tant que cadre de l'Église. Elle l'a dirigée à ses côtés. Pendant plusieurs dizaines d'années, Shelly et David Miscavige ont vécu au siège international de l'Église, près de Emmett, en Californie. C'est ici que vivent les scientologues les plus dévoués et les plus haut placés. Ils appartiennent à la Sea Org, un groupe interne à l'Église composé de bénévoles très fervents. Ils forment le groupe le plus extrême de la scientologie. Toute l'influence de l'Église est investie dans la Sea Org. David Miscavige en est le capitaine. Il dirige tout, et Shelly est juste là, à ses côtés. Selon des sources internes, les membres de la Sea Org doivent suivre des règles très strictes. Ils sont surveillés de très près. Leur vie n'a simplement plus rien de privé. Si vous envoyez une lettre à l'extérieur, elle sera lue par le service de sécurité. Vous ne pouvez pas passer un coup de fil sans être mis sur écoute. Vous n'avez pas le droit de prendre votre voiture et sortir de la base pour aller faire des courses. Pour moi, c'est comme ça qu'ils contrôlent tout. D'anciens membres de l'Église racontent que David Miscavige dirige son organisation d'une main de fer. Ils soutiennent aussi que Shelly Miscavige joue souvent un rôle de médiatrice.
Shelly Miscavige était connue pour devoir gérer des situations difficiles. Quand David agissait de manière extrême ou prenait une mesure draconienne, c'est Shelly qui devait passer derrière lui. Elle était plus délicate. Mais à l'enterrement de son père, Shelly révèle à son ami une information choquante. Son influence et son pouvoir ont disparu. Shelly était devenue une autre personne. Elle semblait sous le choc et très agitée. Elle aurait déclaré « Je suis désolée, j'ai fait une bourde, je ne pourrai pas t'aider ». Après l'enterrement, on ne l'a plus jamais revue. Cette femme, qui avait été le bras droit de David Miscavige et qui était à ses côtés à tout moment, avait purement et simplement disparu. Ron Miscavige, ancien scientologue et père de David Miscavige, nous raconte que son fils ne s'est plus jamais exprimé au sujet de Shelly, ni en public, ni en privé, depuis sa disparition. Ron a quitté l'église de Scientologie en 2012. Suite à son départ, David a coupé les ponts avec son père. Il a interdit aux membres de l'église, y compris la fille de Ron et ses petits-enfants, d'être en contact avec lui. Personne d'autre au sein de l'organisation n'ose poser de questions à propos de Shelly. Si je disais à l'un de mes collègues scientologues, tiens, je me demande où est Shelly, il devait écrire un rapport d'information. Selon moi, la scientologie entretient une culture basée sur la délation. On me répondait, pourquoi tu veux savoir où est Shelly? C'est la femme de David. Tu ne devrais pas poser ce genre de questions. On pouvait vous demander de dénoncer les membres de votre famille et des amis qui auraient parlé de Shelly. Vous pouviez subir des interrogatoires très rudes pour savoir ce que vous aviez entendu et à qui vous aviez parlé. David a créé un environnement si malsain que même les membres ne veulent pas poser de questions. Voici le monde dans lequel Shelly Miscavige a grandi, isolée de l'extérieur. Son ascension au sein des élites de l'Église a commencé alors qu'elle n'avait que 12 ans. Les parents de Shelly, Flo et Maurice Barnett, sont alors des membres dévoués de l'Église de Scientologie. Alors que Shelly vient d'entrer au collège, ils prennent une décision que de nombreux parents trouveraient impensable. Les parents de Shelly croyaient tellement à la scientologie qu'ils l'ont tout bonnement abandonnée aux mains de l'Église et de L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard est le fondateur de l'Église de Scientologie. Dans les années 1950, il écrit un livre de développement personnel intitulé « La dianétique, science moderne du mental », un best-seller. Il est parvenu à faire de ce livre la Bible d'une nouvelle religion. Les parents de Shelly souhaitent qu'elle dédie sa vie à la scientologie. Ils l'envoient alors vivre aux côtés de leur messie. Les parents de Shelly ne l'ont pas juste déposée à une église au coin de la rue, ils l'ont laissée embarquer sur un bateau, l'Apollo. L'Apollo est un bateau que L. Ron Hubbard avait acheté en 1967. Certains disent « Oh, Hubbard avait un magnifique vaisseau, il parcourait les mers dans son yacht de luxe. » Mais non, c'était qu'un tas de ferraille. Janice Grady, de 4 ans l'aînée de Shelly, vit sur l'Apollo avec une douzaine d'autres adolescents, la plupart sans leurs parents. Déjà habituée à la vie sur l'Apollo, elle prend la jeune Shelly sous son aile. Elle était plus jeune que les autres messagers et souvent exclue des activités. Ses parents n'étaient plus là, elle n'avait plus rien. L. Ron Hubbard, lui, se faisait appeler le Commodore. Alors bien sûr, elle obéissait au doigt et à l'œil. Sa première tâche, communiquer les ordres dictés par L. Ron Hubbard aux autres membres de l'équipage. Elle devient messagère du Commodore. C'était un personnage très charismatique. On raconte que Shelly vénérait Hubbard. Elle buvait ses paroles. Shelly était connue comme la messagère des messagers. Elle a fini par le considérer comme un père adoptif. C'était une figure paternelle pour nous tous. Shelly est ensuite invitée à rejoindre la Sea Org, un grand honneur. Comme Janice et d'autres avant elle, elle signe et jure d'être une disciple dévouée, à perpétuité. Elle signe le contrat d'1 milliard d'années. Pour les scientologues, nous sommes des êtres immortels. Nous avons vécu d'innombrables vies antérieures et nous continuerons à nous réincarner éternellement.
On m'a dit que si je refusais de signer, on allait me renvoyer du bateau. Alors oui, j'ai signé le contrat de la Sea Org. Chaque jour, les disciples de Hubbard doivent étudier la scientologie et travailler à bord de l'Apollo. Ils décapent le métal rouillé et récurent le sol. C'était une situation incroyablement stressante quand on voit quel âge on avait. J'ai travaillé pour L. Ron Hubbard 6 heures par jour, 7 jours par semaine. Il avait un tempérament difficile. Il pouvait se mettre dans des colères terribles. Les membres de la Sea Org sont traités comme des esclaves. Maintenant, en tant que mère, je vois ce qui m'est arrivé et je me demande ce qui a pris mes parents de me laisser vivre là-bas. Je peux vous dire qu'un enfant qui vit sur ce bateau sans ses parents n'osera pas désobéir. Mais la raison de notre présence, c'était de construire un monde meilleur. Tout le groupe partageait cette conviction, cette motivation. Qui aurait pu alors imaginer que Shelly Barnett, la jeune fille timide que ses parents avaient envoyée travailler pendant 4 ans à bord d'un vieux bateau, finirait par mener une vie royale à la tête de l'église de Scientologie et que du jour au lendemain, elle aurait disparu. Shelly Miscavige, membre haut placé de l'église de Scientologie, est aperçue pour la dernière fois en août 2007 à l'enterrement de son père. Personne ne parlait d'elle au sein de l'église. Où est-elle? Est-ce qu'elle a quitté l'église? Elle a vraiment disparu? De nombreuses personnes pensent que son mari, le chef de l'église de Scientologie, David Miscavige, n'a pas dit tout ce qu'il savait. À 17 ans, Shelly Barnett rencontre David Miscavige sur un site isolé de l'église dans l'est de la Californie en 1978. Il est également membre de la Sea Org. Les jeunes Shelly et David se rencontrent à cet endroit. Et l'ambiance fait vraiment penser à un campus. David était un jeune homme charismatique et très populaire. Et Shelly aussi. Ils étaient tous deux d'excellents partis. C'était une très jolie jeune fille, blonde et pleine de vie. Elle était très sociable. Ils étaient amoureux et ça se voyait. Ils étaient très affectueux l'un envers l'autre. Ils se marient en 1982 et jurent de vouer leur vie à la Scientologie au sein du cercle le plus fermé et le plus privilégié de l'Église. David Miscavige est un homme ambitieux. Depuis sa jeunesse, il a toujours été concentré sur ses objectifs. L'ascension vertigineuse de David et Shelly commence avec le déclin de L. Ron Hubbard. Dans les années 80, Hubbard vit totalement isolé. Mais il continue de diriger l'Église et communique avec les autres membres par le biais d'un messager. Selon des sources internes, David Miscavige s'en chargeait bien volontiers. David s'est retrouvé dans une situation où il relayait toutes les communications entre L. Ron Hubbard et le reste de l'Église. C'était la première étape de son ascension au pouvoir. Il pouvait signaler ce qu'il voulait. Il a utilisé sa position pour dénoncer d'autres membres et évincer tous ceux qui étaient sur son chemin. Il a réussi à mettre au placard tous ceux qui avaient un tant soit peu d'influence pour se retrouver enfin seul maître à bord. Au début de l'année 1986, l'impensable se produit. L. Ron Hubbard meurt d'un AVC à l'âge de 74 ans. Tout le monde pensait qu'il vivrait éternellement. Et tout à coup, il meurt. Comme la plupart des dictateurs mégalomanes, L. Ron Hubbard n'a jamais cherché de successeur. Hubbard ne laisse aucune instruction claire quant à sa succession. La vie de Shelly et David Miscavige est sur le point de changer. David Miscavige y voit une opportunité. Très vite, il tente de prétendre à la succession.
Le 27 janvier 1986, les chefs de l'Église rassemblent leurs disciples pour annoncer la mort de L. Ron Hubbard. Et qui mieux que David Miscavige, un fringant jeune homme de 26 ans, pour prendre sa place? Presque personne n'avait entendu parler de lui. C'est à ce moment que David s'empare du pouvoir. Shelley et lui vont alors régner en maître. En quelques mois seulement, David Miscavige devient avec Shelley le chef incontesté de l'Église de Scientologie. Shelley était, après David, la personne la plus influente de l'Église. Elle avait son bureau et dirigeait sa propre équipe, mais elle travaillait principalement en tant qu'assistante de David. Sous la direction des Miscavige, le nombre de fidèles explose. Fin 80, début 90, la scientologie était à son apogée, non seulement en nombre de membres, mais aussi en termes d'influence. Grâce à David Miscavige, l'Église atteint des sommets. L'une des particularités de la scientologie, c'est qu'ils étaient basés à Los Angeles. Et dès le début, leur stratégie de recrutement reposait sur des membres célèbres. Les gens se disaient « Waouh, c'est une église cool, c'est l'église des célébrités ». Il y avait des stars comme John Travolta et Kirstie Alley. Miscavige a axé sa communication sur le fait que c'était la religion des célébrités. Son plus grand succès, ça a été Tom Cruise, la plus grande star de cinéma au monde à l'époque et un scientologue très investi. Après 7 ans de règne, David Miscavige réussit un coup d'éclat, décrit par certains comme la plus grande de ses réussites. Les États-Unis reconnaissent officiellement l'Église de Scientologie comme une religion à part entière et avec les mêmes avantages fiscaux. Quand David Miscavige a obtenu l'exemption d'impôts, il a remporté sans conteste sa plus grande victoire. C'est à cet instant que commence l'âge d'or de Shelley et David. L'Église semble inarrêtable et elle cultive cette sorte d'arrogance au niveau institutionnel qui finit par avoir des conséquences très graves, en particulier pour une certaine jeune femme. L'Église de Scientologie possède un important centre spirituel en Floride, dans la ville de Clearwater. De très nombreux fidèles viennent habiter là-bas. En 1994, une femme vient s'installer à Clearwater, Lisa McPherson, âgée de 35 ans. Lisa McPherson était une jeune femme très vivante qui a grandi à Dallas avant de devenir scientologue dans les années 80, juste après être sortie du lycée. Elle était très athlétique, en très bonne santé et elle était célibataire. Sa personnalité lui attirait beaucoup d'admiration. Le modèle parfait du scientologue, c'est une personne très active, pleine de motivation, mais qui à l'intérieur est pétrie de doutes et n'a pas confiance en soi. Et c'était tout à fait Lisa. Lisa McPherson est fascinée par la communauté scientologue. Elle s'intéresse aussi beaucoup aux séances d'audition intensive qu'il propose. L'une des idées centrales de la scientologie est d'aller parler de vos souvenirs avec quelqu'un. La personne avec qui vous passez ces entretiens s'appelle un auditeur. On y retrouve des éléments de thérapie, de soutien psychologique et de confession religieuse. Les séances d'audition de Lisa sont quotidiennes. Elle doit tenir 2 cylindres en métal raccordés à un appareil emblématique de la scientologie, l'électropsychomètre. Il regarde l'aiguille en vous faisant répondre à certaines questions. Et à partir de là, il pense pouvoir déterminer si vous mentez, si vous dites la vérité ou si vous ne dites pas tout. Et si vous y croyez, vous videz votre sac, car vous avez l'impression de ne rien pouvoir leur cacher. L'audition est un long processus qui a pour but de guérir la pensée et l'esprit. On vous trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Dès que vous pensez progresser, il y a un nouveau problème à résoudre et vous payez de nouvelles séances. En effet, c'est grâce aux séances d'audition que la scientologie peut remplir ses coffres. Et aucun centre au monde n'est plus rentable que Clearwater. Quand j'y travaillais, le centre de Clearwater générait en moyenne près de 2,5 millions de dollars par semaine. Oui, rien qu'à Clearwater en une semaine. Beaucoup d'argent. Énormément d'argent.
Le centre est devenu important aux yeux de Miscavige, rien que pour cette raison. Alors, il s'est installé là-bas. David Miscavige voulait diriger les auditeurs de plus près. Selon d'anciens membres haut placés, durant l'été 1995, alors que Miscavige supervisait le processus d'audition, Lisa McPherson a attiré son attention. À l'époque, Lisa travaillait pour l'un des plus grands mécènes de l'Église, quelqu'un de très important et de très proche de Miscavige. Lisa est donc devenue elle aussi très importante. David Miscavige n'a pas juste remarqué Lisa par hasard. Il s'est consciemment rapproché d'elle. Il a ensuite pris lui-même son dossier en main. Il indiquait la marche à suivre dans son parcours. C'était très étonnant. Je l'ai vu faire. Vous pouvez me croire, c'est lui qui s'occupait personnellement de Lisa McPherson. À mesure que ces séances s'intensifient, le long processus d'audition devient difficile et pénible pour Lisa McPherson. Lisa se sentait de plus en plus instable psychologiquement. Un énorme effort a été fait pour tenter de la remettre sur pied. Le 7 septembre 1995, les séances d'audition de Lisa prennent enfin une tournure vraiment positive. Son électropsychomètre indique qu'elle est claire, c'est-à-dire libre de tout trouble émotionnel, un statut très convoité. C'est David Miscavige lui-même qui a déclaré qu'elle était en état clair. Elle devrait donc être exceptionnellement stable et avoir l'esprit aiguisé. Mais c'est tout le contraire. Peu de temps après avoir été déclarée en état clair, Lisa conduit sa voiture dans le centre-ville de Clearwater et elle a un petit accrochage. Elle emboutit la remorque d'un véhicule qui tractait un petit bateau. C'est vraiment un choc très léger. L'une des premières personnes à intervenir déclare que Lisa McPherson n'a aucune blessure physique, mais elle semble réagir de manière étrange. Lisa est ensuite priée de se garer sur le côté de la route. Elle se place sur le côté de la route, puis elle sort de sa voiture, entièrement nue. Elle retire tous ses habits et se met à marcher le long de la route. L'ambulancière la rejoint en courant, la recouvre d'une couverture et l'emmène aux urgences, à moins d'1 minute de marche. Selon la loi en vigueur en Floride, Lisa McPherson doit passer une évaluation psychologique obligatoire. Le médecin note dans son dossier qu'elle semble désorientée et réagit curieusement, presque comme un robot. On ne sait pas comment, mais peu après, un groupe de scientologues arrive aux urgences. Ils ont appris que Lisa McPherson était là. Rendez-vous compte, cette femme, qui venait d'être déclarée en état clair par l'Église, se déshabille et marche nue en pleine rue dans la ville de Clearwater. Et ils sont prêts à tout pour éviter qu'on lui prescrive un véritable traitement psychiatrique. L. Ron Hubbard était convaincu que les traitements psychiatriques et la psychiatrie en général faisaient partie d'un complot d'envergure mondiale, une pratique malfaisante. Les scientologues y croient tout autant. Les fidèles convainquent alors Lisa McPherson de quitter immédiatement l'hôpital avec eux. Le médecin proteste mais finit par céder. Il fait signer une décharge à Lisa et l'autorise à partir avec les scientologues. L. Ron Hubbard concoctait ses propres traitements pour les gens qui souffraient de ce qu'il appelait des crises psychotiques. Ça ressemble un peu à une cure de vitamines, de minéraux, de jus et de silence. Si des gens rendent visite à ces patients, ils n'ont pas le droit de leur parler. Ils appellent ça la procédure d'introspection. J'ai jamais vu ce truc fonctionner, bien au contraire. Ce soir-là, selon des enquêtes et témoignages, le groupe de scientologues ramène Lisa au centre de Clearwater pour commencer sa cure. Ils l'emmènent là-bas, ils l'enferment et postent un garde devant sa porte pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Avec elle, il y a des personnes soi-disant responsables de ses soins. Elle était devenue complètement maniaque et délirante. Elle parlait toute seule, elle jetait des objets. Elle finit par tenter d'enfoncer la porte pour essayer de sortir. Elle refusait de se laver, elle refusait de s'habiller. Elle jette sa nourriture partout, elle recrache également les jus qu'on lui donne et elle se déshydrate.
Elle finit par devenir agressive avec les personnes censées s'occuper d'elle. Ils n'ont pas le droit de lui adresser la parole. Elle leur parle, mais eux ne répondent pas. Elle a dû vivre un véritable cauchemar. Parmi les quelques personnes soi-disant responsables de ses soins, on trouve un employé de bureau, une bibliothécaire et un adolescent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui croient vraiment en la scientologie sont persuadés que ces méthodes fonctionnent. Ils ne comprenaient pas pourquoi son état ne s'améliorait pas. Elle sombre dans la catatonie et dans le mutisme complet. Et personne n'appelle les secours. Ils ne veulent pas les appeler et risquer d'exposer publiquement l'affaire. Les événements qui suivent lanceront sa mère dans une quête de la vérité. La police sera complètement déroutée et David Miscavige tentera à tout prix de sauver son empire. Enfermée dans une pièce sous surveillance, dans un bâtiment de l'église, Lisa McPherson, 36 ans, lutte pour sa vie. Les membres de l'église prétextent une quarantaine liée à une crise psychotique. Une équipe de fidèles se relaie pour soigner et surveiller Lisa. Il prenait des notes toutes les heures sur tout ce qu'il se passait. Au bout de 2 semaines, elle ne bouge plus et tombe dans un état végétatif. La famille de Lisa McPherson ignore tout de son état physique et mental alarmant. Ils n'ont jamais dit à la mère « Votre fille est en quarantaine » ou « Votre fille est psychotique » ou « Votre fille va mal ». Rien, pas un mot. Ce qui est troublant, c'est la façon dont l'Église a géré l'affaire. Les fidèles et leurs familles ne sont pas une priorité pour eux. Elle est restée 17 jours en soi-disant quarantaine. Elle a perdu plus de 18 kilos. Elle est clairement à l'agonie. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils la mettent dans un van, mais ne l'emmènent pas à l'hôpital le plus proche. Le van évite 4 autres hôpitaux pour s'assurer que le médecin traitant soit scientologue. Le médecin scientologue le plus proche est à 45 minutes de distance. Les infirmières qui l'accueillent découvrent avec stupeur son état de malnutrition critique. Les infirmières disent n'avoir jamais vu quelqu'un dans cet état, à part sur des photos des camps de concentration. Elle ne bougeait pas, ses yeux étaient immobiles et sa peau était grise. Elle était déjà morte. Le 5 décembre 1985, Lisa McPherson est déclarée morte. Le médecin établit la cause du décès. Le docteur John Wood a déclaré qu'elle avait succombé à une embolie pulmonaire liée à une déshydratation sévère. Pour les scientologues, l'enjeu est de taille. Ils étaient responsables de sa santé physique et mentale, et ils ont échoué. Marty Radburn, l'un des bras droits de Miscavige, a déclaré au tribunal qu'il a reçu l'ordre d'étouffer l'affaire. Des membres de l'Église ont nettoyé la pièce pour effacer toute trace de son passage. Ils ont même jeté ses vêtements. Le lendemain, la police arrive et voit une jolie chambre avec des fleurs, comme si elle n'avait jamais été là. Marty Radburn a également admis avoir dissimulé les comptes rendus d'audition de Lisa McPherson, ainsi que les notes prises par l'équipe chargée de la soigner. Radburn a même été jusqu'à détruire le dossier. Il a effacé les 2 premiers et les 3 derniers jours du rapport. Des preuves ont été détruites, c'est illégal. Les personnes impliquées dans l'affaire ont été envoyées en Australie. Ils ne pouvaient pas témoigner. Ils avaient tous disparu.
Environ 17 heures après le décès de Lisa Macpherson, un membre de l'église appelle sa famille. Pour sa mère, c'était une nouvelle dévastatrice. Elle a beaucoup souffert et disait « Mais pourquoi ma fille est morte ?» Tous ses proches étaient effondrés. Sa famille l'aimait énormément. L'Église a parlé de mort accidentelle. Ils disaient ne pas savoir ce qui s'était passé et qu'elle avait souffert d'une maladie soudaine. Pour moi, c'est leur négligence qui l'a tuée. Ils l'ont laissée mourir de faim. Ça a fait sensation dans les médias. On en parlait énormément. Selon les autorités, les circonstances de la mort de Lisa Macpherson étaient suspectes. Le procureur général accuse les scientologues des 2 délits suivants. Négligence criminelle, car ils ont laissé Lisa mourir sans soins médicaux, et pratique illégale de la médecine. Miscavige paniquait totalement. Cette affaire a pris une importance colossale pour lui. Et pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il voulait protéger l'Église. David Miscavige a dépensé des millions de dollars pour essayer d'étouffer l'affaire. Finalement, en 2000, le procureur est contraint de classer l'affaire. Les preuves sont insuffisantes pour présenter le cas devant les tribunaux. Mais la famille de Lisa engage un avocat, Ken Dandar, et poursuit l'Église pour mort injustifiée. Ce qu'il y a de pire dans l'histoire de Lisa Macpherson, c'est que son décès aurait absolument pu être évité s'ils avaient agi comme des personnes sensées. En 2004, Dandar parvient à obtenir des dommages et intérêts pour la famille. La somme versée est considérable, mais son montant reste confidentiel. Il faut comprendre que l'histoire de Lisa Macpherson ne parle pas juste d'une femme qui souffrait de maladie mentale, qui a été négligée et qui en est morte. Il s'agit de montrer jusqu'où ces personnes sont prêtes à aller pour contenir une situation de crise, puis la faire disparaître. Pour certains, l'attitude de l'Église face au décès tragique de Lisa Macpherson et son silence 10 ans plus tard lors de la disparition de Shelley Miscavige suscitent des questions quant au secret qu'elle peut encore cacher. David avait acquis trop de pouvoir, ça l'a transformé. Ce pouvoir l'a corrompu et il est devenu tel qu'on le connaît aujourd'hui, un homme sans pitié. Selon d'anciens membres de l'Église, David Miscavige dirige la scientologie d'une main de fer. David Miscavige, qui était souvent très charmant, était également irascible. D'anciens fidèles de l'Église racontent parfois des anecdotes ahurissantes. Il pouvait crier sur ses employés et les insulter, voire en venir aux mains. C'était choquant, c'est indéniable. Je l'ai vu faire de mes propres yeux. La colère de David Miscavige était telle que même sa femme n'a pu y échapper. D'après nos sources, son temps était compté, et tout le monde savait que l'épée de Damoclès s'abattrait un jour sur elle. Ce fut vite le cas. David Miscavige quitte le siège de la scientologie à Emmett en Californie pour déménager à Los Angeles. L'absence de sa femme se fait remarquer. Shelley en a profité pour s'occuper du siège. Elle a notamment pris 2 initiatives, dont la création d'un organigramme qui permettait de savoir qui faisait quoi. C'était une liste des emplois. Pendant l'absence de David à Los Angeles, Shelley a tout remanié. Elle a créé un 2e organigramme qu'elle a distribué à tous les représentants de l'Église, et ce sans l'accord de David. Elle souhaitait également faire construire un nouveau bâtiment grandiose. Pour préparer le déménagement, Shelley avait commencé à ranger les affaires de David dans des cartons. Et un jour, il s'en aperçoit. Je connais des gens qui étaient là à ce moment-là, et ils ont dit que c'était comme voir un volcan en éruption. Il était enragé, il est devenu fou et hurlait sur tout le monde. Selon d'anciens fidèles, c'est à ce moment-là que leur relation s'est définitivement brisée.
La dernière apparition publique de Shelly Miscavige a lieu en août 2007 à l'enterrement de son père. David Miscavige, son propre mari, pourrait-il être derrière sa disparition mystérieuse? David ne pardonnait jamais aux gens qui s'opposaient à lui ou le contrariaient. C'était fini et sans équivoque. Certains témoins racontent que Miscavige reprochait à Shelly les choix qu'elle avait faits concernant l'Église et leur vie privée. Ils pensent qu'il l'a envoyée en exil. Son bureau et son équipe ont disparu, ainsi que ses vêtements de marque de luxe. Après ça, plus aucun membre de l'Église n'a revu Shelly Miscavige. C'est comme si elle n'existait plus. Six ans après sa dernière apparition en public, Shelly Miscavige est portée disparue suite à la déclaration de la journaliste Leah Remini, une ancienne scientologue. La police de Los Angeles mène l'enquête et finit rapidement par dire « Nous avons parlé à Shelly Miscavige. Elle n'est pas détenue contre son gré. » L'inspecteur André Dawson m'a dit de vive voix qu'elle ne souhaitait pas apparaître en public. Et la police ne pouvait rien faire de plus. L'Église de Scientologie réfute certains des détails que nous vous avons présentés. Elle considère que les hypothèses de disparition ou de séquestration sont infondées et diffamatoires. Mais aucun membre de l'Église ne voulait dire où elle était. Et les gens commençaient à se poser des questions. Pourquoi ne peut-on pas la voir? Qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, des indices refont surface. Un ancien employé est entré dans la salle du courrier du siège où il a vu des lettres adressées à Shelly Miscavige. Le courrier qui lui était destiné était renvoyé à un complexe immobilier au milieu des montagnes, près du Lake Arrowhead, en Californie. Ce lieu est le secret le mieux gardé de la scientologie, appelé l'Église de la technologie spirituelle. C'est un secret entouré de mystères. C'est là qu'ils archivent les paroles de Hubbard. C'est là qu'ils gravent les écrits d'Hubbard dans des plaques de platine, avant de les entreposer au sous-sol pour s'assurer que la scientologie continuera d'exister pendant des centaines de milliers d'années. Ce complexe immobilier est assez petit. Il n'y a qu'une cinquantaine de personnes là-bas. On pense que c'est là qu'elle se trouve. C'est un avant-poste perdu au milieu de nulle part. Ce lieu est situé 130 km à l'est de Los Angeles. Derrière son portail, on trouve un système de sécurité à la pointe de la technologie. Est-ce qu'elle y est emprisonnée? Est-ce qu'elle a envie d'être là? Est-ce qu'elle s'échapperait si elle le pouvait? Mes sources et moi nous posons ces questions en permanence. D'après Ron Miscavige, Shelly croit mériter son destin pour avoir déçu l'Église et David. Si elle reste là-bas, c'est surtout à cause de la prison psychologique dans laquelle elle est enfermée. Selon moi, elle croit qu'elle mérite d'y rester pour le bien de l'humanité tout entière. On se demande pourquoi Shelly ne se montre pas en public pour dire « Bonjour, je suis là, tout va bien ». Après plus de 10 ans, la seule déclaration faite par l'Église pour répondre à toutes ces questions est un appel à respecter la vie privée de Shelly. Ce qui lui est arrivé n'est pas un cas isolé. Ça arrive tout le temps. Quand les scientologues considèrent que quelqu'un a fait quelque chose de mal, c'est comme ça qu'ils réagissent. Ce qu'il y a de plus frustrant, c'est que Shelly Miscavige connaît tous les secrets de l'Église, tout ce qui s'y est passé et tout ce qui concerne David Miscavige. Si jamais elle sortait de l'ombre pour raconter ce qui s'est passé, ce serait un événement majeur dans l'histoire de la scientologie. Si elle m'envoyait un message, je serais là pour elle sans hésiter. Vu tout ce qu'on a vécu quand on était petite, je serais là pour elle ou pour n'importe qui dans sa situation qui veut quitter l'Église. Ma porte leur est ouverte.